Voilà, bonjour à tous, merci de cette invitation. Donc effectivement, le dernier livre que j'ai publié, qui est paru en mai dernier, s'appelle « Quand la place devient publique ». Et je vais en parler de manière un petit peu décalée en relation avec la question des écosystèmes qui étaient posés, non seulement dans le champ social, mais aussi dans le champ de la nature. Et je vais partir d'abord d'une toute petite mise en situation de la thématique ou de la problématique de cette réflexion sur les places publiques. D'abord, ce terme n'est pas du tout conçu de manière métaphorique, je vais vraiment parler des places urbaines, et plus exactement, d'ailleurs, ou plus généralement, des grandes places historiques, des grandes places vers lesquelles ce qu'on a appelé le mouvement des places pour désigner toutes sortes de mouvements récents ont convergé, d'une part. Et d'autre part, disons que la question pouvait se poser dans la mesure où justement ce qui a pu apparaître à travers l'observation de ces mouvements des places et du vécu aussi de ces acteurs, c'est que dans une certaine mesure, il y avait non pas une connivence entre la structure de la place au sens typomorphologique, au plan architectural ou en termes de design, et justement le rôle qu'on souhaitait leur faire jouer, à savoir les considérer comme le lieu par excellence de revitalisation des pratiques démocratiques. Donc, en tant que aussi participante occasionnelle à des mouvements des places, je me suis rendu compte vraiment du fait que les places, et je pense en particulier à la place de la République, au lieu de nous accueillir, nous rejetaient. Et c'est ce rejet, finalement, qui a été un peu le point de départ de cette réflexion. Et je pourrais parler justement toutes sortes d'expériences qui étaient à la fois climatiques, écologiques, environnementales, structurelles, urbanistiques, sonores également, qui s'opposaient de toutes sortes de manières justement à l'édification du village urbain qui était la finalité même du mouvement, du mouvement qui avait pris place sur la place de la République. Donc ça, c'est un aspect qui me semble important, d'autant que finalement la conscience, je dirais particulièrement vive, ou la conscience formulée d'une forme d'incompatibilité finalement entre le design, je dis le design, bon, ou je dirais l'architecture peut-être de la place, et la fonction démocratique à laquelle on la destine, interroge finalement ce qu'on pourrait appeler notre culture démocratique, ou plus exactement notre culture politique. Cette incompatibilité qui peut être vécue et dont on peut faire l'épreuve finalement assez facilement à partir du moment où on pointe notre regard vers des éléments bien concrets, cette incompatibilité finalement, du fait de sa non-perception, nous entraîne finalement sur le terrain des insuffisances même de notre citoyenneté ou de la conception dont la citoyenneté est issue. Donc voilà pour situer un petit peu l'enjeu de ce travail. Je me suis demandé finalement quelles étaient les conditions, je dirais, structurelles, concrètes, en termes de matériaux, en termes d'emplacement, en termes d'exposition aux éléments, quelles étaient les conditions d'une place auquel une place serait vraiment adaptée au rôle qu'on souhaite lui faire jouer en démocratie, c'est-à-dire quelle serait la configuration générale d'une place propice à l'essor, à l'intensification, à l'enrichissement, aussi peut-être à la mémorisation, à la stratification de ce qu'on pourrait appeler d'une manière générale les expériences démocratiques. Alors je fais une deuxième remarque qui est importante, c'est que ici, démocratie, enfin je ne vais pas insister parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici il n'y a pas très longtemps, enfin dans le cadre de Métrolab, démocratie n'est pas simplement un système de gouvernement, et j'emprunte cette précision à la fois à Jefferson, à Montesquieu d'ailleurs, à Tocqueville ou à John Dewey. La démocratie n'est pas simplement un système, un mécanisme de gouvernement, ce n'est pas simplement un ensemble d'institutions, de règles et de lois, un système de division des pouvoirs, etc., etc. Mais c'est une forme de vie, c'est un terme qu'on a emprunté à Wittgenstein depuis longtemps et assez massivement, mais c'est aussi, je dirais, une culture, tout simplement. C'est un ensemble de croyances, un ensemble d'habitudes, un ensemble de manières de faire, un ensemble de manières de faire ensemble et de penser le futur ou le passé qui engendre en quelque sorte le terreau
et la métaphore ici va prendre tout son sens, qui engendre en quelque sorte le terreau sur lequel se construit la démocratie politique et qui, par ailleurs, la consolide en même temps qu'il en est une source d'inspiration permanente, en même temps, bien sûr, que le système politique lui-même consolide, favorise, canalise ces mœurs qui lui sont appropriées. Donc l'idée n'est pas de créer des relations de priorité ou de hiérarchie entre les mœurs démocratiques et la politique démocratique, mais plutôt d'examiner, ou de concevoir que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, effectivement, je dirais que c'est un peu, il n'y a pas de participation du peuple ou de mœurs démocratiques indépendamment de lois constitutives, mais il n'y a pas non plus de lois constitutives qui tiennent la route, qui soient audibles, qui soient efficaces et qui soient durables, sans les mœurs démocratiques qui les soutiennent. Donc, et d'ailleurs, ce système-là s'appelle démocratie libérale, chacun des termes pointant dans l'une ou l'autre des directions. Donc, personnellement, je m'occupe plutôt de mœurs démocratiques ou de culture démocratique que d'institutions démocratiques, mais sans, loin de moi, l'idée de les hiérarchiser ou de déclarer l'un des aspects inférieurs ou secondaires par rapport à l'autre. Alors, j'en viens à un autre aspect maintenant, cette mise en place, si je peux dire, étant esquissée. Un autre aspect, et c'est une expression que vous avez peut-être déjà entendue, sous les pavés, le potager. Alors j'en viens à la place. Il se trouve que j'en avais fait une photographie d'ailleurs, qu'au moment des Nuits debout de la place de la République, certains des acteurs, des membres du mouvement avaient décidé d'enlever une partie des dalles de la place de la République et d'y substituer ou d'y planter un potager. Alors, la réaction des autorités a été extrêmement rapide. Il n'en restait absolument rien dès le lendemain. De toute façon, il ne restait rien du mouvement à chaque fin de journée, puisque le mouvement était obligé de déménager tous les soirs. Donc, tout a été très, très rapidement mis en place. Le potager a disparu. Il a été vraiment donc planté. Il y a une photo d'ailleurs sur l'Internet. On le voit sous le pavé du potager. On voit donc un petit ensemble de plantes. Voilà, qui gaillardement égaye cette vaste esplanade haussmannienne, restituée d'ailleurs dans sa forme originelle. Donc, les dalles sont remises en place et le lendemain, on voit graffiter à cet emplacement, sous les pavés, le potager. Alors, cette expression, donc là aussi, l'inscription a été effacée extrêmement rapidement et il n'en est rien resté. Mais on a eu la chance de pouvoir faire une photographie et que je pourrais envoyer à qui le souhaiterait éventuellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, cette expression « sous les pavés, le potager » reprend ce slogan de mai 68, qui a été d'ailleurs quasiment le slogan le plus célèbre de mai 68, avec CRSSS, je crois que les deux sont à peu près en équivalence, et qui était un slogan, donc le slogan « sous les pavés, la plage ». Alors c'est intéressant de voir s'il n'y a pas finalement un changement, je dirais, de paradigme écologique ou un changement d'écosystème quand on passe de sous les pavés la plage à sous les pavés le potager. Et finalement, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Alors c'est ça que je voudrais, de manière un peu exploratrice et hypothétique, je voudrais un petit peu en présenter quelques aspects qui pourraient alimenter une réflexion, je dirais tout simplement sur la réinstallation de la ville dans la nature, ou sur la réinstallation finalement de la nature dans la ville. Enfin, en tout cas, sur la création d'un système urbain qui, au lieu de tourner le dos à la nature, au contraire, l'intègre comme, je dirais, l'un de ses habitants. Bon, enfin, ça, je vais y revenir, mais d'abord, le slogan « Sous les pavés, la plage » est un slogan qui est inventé, non pas par un manifestant, un étudiant, mais par un ouvrier, et qui va s'imposer à lui et qui, quand les manifestants vont constater que sous les pavés dont ils font des barricades, il y a du sable. Voilà. Et en fait, ce slogan, alors si ma reconstitution historique est bonne, d'après les quelques informations que j'ai pu rassembler, ce slogan va prendre la place d'un autre qui commençait à courir, c'était « Il y a de l'herbe sous les pavés ». Et d'ailleurs, on y a pensé, voilà, il y a de l'herbe sous les pavés. Mais finalement, sous les pavés, la plage s'est imposée parce que justement,
D'abord, l'herbe sous les pavés, ça évoquait le hashish, donc ça ne le faisait pas. D'une part. Et puis d'autre part, parce que finalement, le sable, c'était un matériau de construction. Et un matériau de construction urbain, et donc finalement l'élément qui donnait en quelque sorte corps à la fonction ouvrière de fabrication de la ville, ce en quoi finalement l'ouvrier, ou le prolétariat de manière générale, était, on peut dire, intégré dans le système urbain, mais aussi parce que ça semblait être, ou c'est apparu comme de fait un matériau de base sans lequel la ville ne serait même pas possible. Donc finalement la plage, le sable, le ciment, les pavés, tout ça a formé comme un écosystème urbain, parfaitement minéral, qui s'est imposé finalement, je dirais presque, au détriment d'une alternative esquissée sous les pavés de l'herbe ou sous les pavés le potager. Bon alors effectivement il y a une différence, mais c'est un... Donc l'herbe résonne vraiment ici, à l'époque, en 68, comme une bizarrerie dans le contexte de la ville. Alors je dirais que les slogans sous les pavés le potager n'a pas du tout eu la postérité, peut-être qu'il l'aura, de sous les pavés la plage. Mais cela dit, justement, ça serait intéressant de militer en faveur de ce slogan et de son adoption, enfin il me semble, dans la mesure où ça peut-être que ça nous donnerait beaucoup d'idées en termes d'aménagement, en termes d'architecture et en termes de relations avec ceux qu'on appelle les non-humains aujourd'hui, c'est-à-dire en termes de relations avec les arbres, les chauves-souris, les oiseaux, etc., etc. Bon, enfin, je dis les arbres. Donc, en fait, je pense que la raison pour laquelle, finalement, l'élément vert qui ferait d'une ville une ville verte est relativement déconsidéré, vient du fait que la conception générale de la ville, depuis fort longtemps, mais je vais y insister un tout petit peu après, sans doute à tort, est une conception entièrement minéralisée. Alors on peut penser ici, bien sûr, au célèbre tableau de la cité idéale, que vous connaissez sans doute, appelé également le panneau d'Urbino, panneau donc qui date de la fin du XVe siècle et qui représente un univers totalement minéral, dépourvu à la fois de végétation, d'animaux et même d'êtres humains, et si vous voulez, qui vous fait face de manière très très frontale. Donc la ville est une superposition de bâtiments, il y a juste un ou deux petits pigeons qui apparaissent quelque part sur les pavés, et un pot ou deux de fleurs à peine esquissées qui se trouvent accrochés à des balcons. Sinon, donc, cet univers parfaitement minéral s'impose comme étant la cité idéale, c'est-à-dire la ville dans toute sa splendeur, la ville comme demeure naturelle de l'homme, si vous voulez. Et c'est intéressant de questionner justement ce modèle, pourquoi est-ce qu'il s'est imposé et quelles étaient les fonctions qu'il était appelé à jouer. Et je dirais que ce modèle minéral, ou cette conception entièrement minéralisée de la ville, est une conception qui accompagne finalement une certaine idée de la citoyenneté, du public et de la place publique. Donc je voudrais dire simplement ce qu'il en est d'un public minéralisé. Et je dirais que le public va être minéralisé en même temps que la place et la ville. Minéralisé, c'est-à-dire statufié dans une fonction qui est celle du citoyen spectateur. Donc je voudrais en dire quelques mots, mais c'est évidemment, là aussi, je vais avoir un problème de timing, donc... les rappels à l'ordre seront bienvenus. Surtout que j'ai absolument aucune montre avec moi. Alors, pourquoi cette conception minérale de la ville? Alors, je ne vais pas parler de cette conception en général, mais simplement de ce qui se relie à la citoyenneté, à la compréhension d'une citoyenneté réduite, finalement, à quelque chose, je dirais, pour dire les choses rapidement, de cette citoyenneté réduite finalement à la représentation, ou plus exactement, à cet aspect de ce qu'on appelle la démocratie représentative, à savoir à la fonction de surveiller un pouvoir qui se montre aux citoyens et qui va se montrer de toutes sortes de façons. Donc un citoyen chargé de surveiller un pouvoir qui se montre à lui et, en fonction de ce qu'il observe, soit de critiquer, soit de l'acclamer. Donc cette fonction représentative, alors là aussi, comme je l'ai dit au départ, je ne veux pas du tout la minimiser,
Mais il se trouve que c'est quand même pas de cette façon que la démocratie a été conçue. En tout cas, elle n'a pas été conçue exclusivement sur ce modèle. Mais je dirais que la conception d'une ville idéalement minéralisée est une conception qui va accompagner, d'une certaine façon, le glissement d'une citoyenneté, d'ailleurs, qui au XVe siècle est tout à fait pré-démocratique, avec le préhumanisme, etc., jusqu'à la démocratie libérale, mais qui va accompagner, si vous voulez, une réduction, en quelque sorte, de la sphère d'activité des citoyens à une réaction ad post facto, à une réaction aux actions du gouvernement qui est le sien. Qui est le sien. Voilà. Alors évidemment, on perçoit ici, je n'aurai pas trop le temps d'y insister, mais on perçoit à travers cette fonction spectatoriale, c'est-à-dire à travers cette fonction de démonstration du pouvoir ou d'ostentation destinée à convaincre le public du bien fondé de son action, un des éléments majeurs du dispositif de la place publique. Ce qui est important, effectivement, c'est que les places publiques, les grandes places historiques, sont des places destinées à la mise en évidence, l'édification, l'ostentation d'un pouvoir qui se montre sous ses plus beaux jours, ou sous ses jours les plus terrifiants, ou sous ses jours les plus fédérateurs. Alors ça dépend des systèmes, mais il est particulièrement intéressant de constater d'ailleurs que depuis l'époque de la monarchie absolue droit divin, jusque dans les tréfonds du fascisme ou du nazisme et des systèmes totalitaires, le dispositif s'est extrêmement peu modifié. En gros, vous avez un espace évidé, évidemment non planté, une forme d'esplanade au centre de laquelle va être édifiée une statue ou un monument. Parfois, le dispositif est plutôt frontal, parfois il est centralisé, mais dans tous les cas, si vous voulez, vous avez un dispositif qui contraint les individus à une position bien précise, à des circulations également tout à fait précises, et si tant est qu'ils considèrent le monument central, à un isolement les uns par rapport aux autres, à une activité de contemplation déconnectée de leur activité ordinaire, bref, à une spoliation en quelque sorte de l'individualité à l'égard de tout ce qui le fabrique ou la fabrique comme tel. Donc ça, c'est intéressant d'étudier voilà, la déconnexion supposée du modèle idéal de la statification ou de ce qu'on a appelé la théâtrocratie du pouvoir, ou encore, avec Walter Benjamin, de l'esthétisation de la politique sous cette forme, justement, de la place publique traditionnelle. Alors, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est qu'à partir du moment où nous allons vers les places publiques conçues suivant ce modèle, et je pense à nouveau à la place de la République, et que nous y situons un espoir démocratique, nous nous confrontons et même nous entrons en contradiction avec un dispositif qui rejette entièrement quelque chose qui relèverait de l'autogouvernement, de l'initiative, de la libre expérience, de l'individualité ou du commun, ce sur quoi je reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, cette excusez-moi. Donc, pour revenir disons, aux considérations sur le caractère minéral de la ville, un certain nombre de motifs peuvent apparaître en relation avec cette citoyenneté ou avec l'histoire, finalement, de la constriction de la citoyenneté à un rôle de réaction au pouvoir, destitué en quelque sorte de la capacité d'agir qui serait celle de la citoyenneté complète. Alors, la première chose, c'est l'idée de la suppression de l'imprévisible. Donc, bien souvent, la nature apparaît justement comme une source d'imprévisibilité ou une source d'accidentalité, enfin une source d'accident, une source de chaos, une source, d'irrégularité que la ville finalement devrait supprimer entièrement, et l'univers minéral est un univers sous contrôle. Je dirais, bon, pour reprendre ce que disait Francis tout à l'heure, qu'effectivement la minéralisation de la ville, la pensée d'une ville comme être minéralisée, est une conception, si vous voulez, qui est destinée à supprimer de la ville, de l'univers urbain, tout accident qui viendrait justement
d'une relation écologique avec un univers plus vaste, c'est-à-dire avec la nature. Donc la ville devient un être artificiel. C'est presque, c'est ça, c'est la ville qui est le Léviathan, plus que même le pouvoir, ou du moins que le pouvoir n'est Léviathan que dans la mesure où la ville est un être artificiel qui laisse à l'extérieur d'elle-même tout ce qui viendrait perturber son organisation rationnelle, en quelque sorte. Donc on a cette idée elle est très largement répandue. Ensuite, vous avez l'idée de la ville forteresse qu'on trouve chez Mumford. C'est-à-dire que la nature est conçue, ça si on va plus loin dans l'histoire finalement des représentations urbaines, la ville c'est, c'est le lieu de protection à l'égard des bêtes sauvages, de la nature dangereuse, de la barbarie, de la sauvagerie également. Et donc, finalement, la ville se construit contre la sauvagerie, la wildness, pas la wilderness, mais vraiment contre le sauvage. La ville se construit contre elle, dans la mesure où contre lui, et justement devient la demeure humaine qui est protégée en quelque sorte des aléas naturels et des risques que font courir la nature à l'homme. Donc cette ville forteresse, c'est la ville finalement qui protège les individus des ennemis potentiels dont la nature est l'un des représentants, la nature sauvage est l'un des représentants les plus admis. Ensuite, vous avez bien sûr l'idée que la nature aussi, c'est la biologie. La nature, c'est la condition biologique de l'homme, et ça nous renvoie à cela. Et donc, la ville minéralisée, au contraire, va être associée à, on dirait, finalement, à l'expression des activités les plus humaines, celle de l'excellence humaine, pour reprendre les termes d'Arendt, qui souscrit entièrement, finalement, à cette vision, à savoir les activités spirituelles. Donc la séparation, si vous voulez, entre la ville et la nature est évidemment l'écho d'une séparation entre le bassement biologique et le matérialiste et le processus vital, ce que Arendt va appeler le processus vital, et, enfin je dis Arendt parce que c'est un auteur assez récent et qui a abouti à une conception du public que beaucoup de gens, à laquelle beaucoup de lecteurs ont souscrit, mais qui pose quand même vraiment des problèmes, je trouve, dans la mesure justement où Arendt nous fait passer de la politique à le politique avec un grand P. Donc, si vous voulez, l'évacuation en quelque sorte de la fonction biologique rejetée en dehors de l'URSS, en dehors de l'urbain, et sa délégation à des paysans prétendument arriérés qui ne font pas partie de la cité et qui sont d'ailleurs, on en avait parlé dans le cadre de la démocratie au champ, qui n'auraient d'ailleurs même pas le statut d'animal politique, qui sont dépolitisés ou apolitiques, ce qui est vrai aussi d'ailleurs pour les grands penseurs de la condition humaine, urbaine, telle que Marx par exemple, ou même Mao d'ailleurs, considérait les paysans comme des êtres apolitiques, ce qui était embêtant vu qu'ils représentaient quand même 90% de la population. Bref, en tout cas, ce qui apparaît ici clairement, c'est que la séparation finalement ville-nature est une séparation qui entérine ou qui justifie, légitime, et même va organiser très concrètement la séparation entre justement la ville et les champs, entre le corps et l'âme, entre la fonction biologique de production de la subsistance et la vie spirituelle, l'activité, la vie politique, et choses de ce genre. Donc on aboutit, comme je l'ai dit, à une séparation finalement entre différentes, je dirais, classes sociales et un écosystème, on pourrait dire, social, fondé justement sur des séparations, alors suivant les sociétés, de classes, de genre évidemment, mais aussi de sectes, de races, de statuts et choses de ce genre. Bon, il y aurait encore beaucoup à dire là concernant la question concernant les causes qui mènent à l'édification d'un modèle minéral de la ville, mais ce qui me semble en particulier ce qui me semble en particulier fatal à l'idée d'une démocratie, notamment telle que John Dewey l'a conçue ou telle que les pragmatistes ou la tradition pragmatiste nous permettent de la concevoir, c'est que la ville, si vous voulez, va se présenter comme le siège d'expériences déconnectées des autres expériences. Finalement, ce qui est mis en péril par cette représentation minérale de la ville, c'est le continuum des activités. C'est justement la politique, c'est-à-dire la discussion de chacun d'entre nous, en tant que personne privée comme en tant que personne publique, sur les contenus mêmes de l'action politique.
c'est-à-dire l'action de chacun d'entre nous sur l'identification des questions sur lesquelles il serait bon de s'entendre, de discuter, qu'il serait bon d'identifier et au sujet desquels il serait bon de faire de la politique, c'est-à-dire d'identifier comme éventuellement devant être régulé par une loi commune. Donc ça me semble vraiment fondamental finalement, que là, John Dewey est particulièrement utile pour en parler. Ce qui est fondamental, c'est qu'effectivement, la substantialisation de la politique sous les espèces d'une ville minéralisée, centrée autour d'une place où réside le citoyen faisant un usage public de sa raison, si vous voulez, cette substantialisation aboutit justement à des solutions antidémocratiques, si tant est que la démocratie puisse être conçue en termes de culture comme la réflexion ou comme les pratiques qui permettent à une individualité, en quelque sorte, de faire dialoguer les différents aspects de son existence et d'organiser ces différents aspects dans un continuum qui le construise, jusqu'à la fin de ses jours dans l'idéal, comme individu à part entière. Ce que Emerson va appeler le caractère. Comment se forge le caractère du citoyen? Est-ce que le citoyen va forger son caractère et sa vertu de citoyen en délibérant de manière parfaitement indifférente aux différences et en faisant un usage uniquement de sa raison, en se débarrassant de ses passions, en laissant vestir ses différences sur une place minérale organisée autour d'un pouvoir central, ou est-ce qu'il va, d'une certaine façon, se former dans la culture du potager? Voilà, c'est ça la question qui est posée. Alors ce que je veux dire ici, c'est que cette question sous les pavés le potager, ça n'est pas une question qui nous mène vers une réflexion sur la question de savoir s'il faudra accorder des droits ou je ne sais quoi, ou avoir des devoirs envers des non-humains, envers des animaux, envers des arbres. La question, elle n'est pas là. La question, et d'ailleurs je ne pense pas, enfin disons qu'on appelle hypothèse Gaïa, une forme à mon sens d'ailleurs de contresens écologique, enfin, de mon point de vue, mais au sens, enfin hypothèse Gaïa, cette hypothèse à partir de laquelle il faudrait considérer justement des parties de la nature comme des sujets de droit. Moi, je crois que c'est un peu une impasse. En revanche, moi, la question personnellement qui m'intéresse, c'est de savoir quelle serait la différence entre des relations interhumaines, on pourrait dire un écosystème social, entre des relations interhumaines à l'intérieur desquelles est posé le respect de la nature et la considération des êtres naturels, et des relations humaines, justement, à l'intérieur desquelles la question de la nature n'est pas une question, voire la nature est entièrement éradiquée, rejetée ou invisibilisée. Je pense que les relations humaines dans lesquelles il y a une place, une considération pour le fait de planter un arbre, pour le fait de donner un fruit, pour le fait de mettre en culture le devant de sa porte, etc., ou sur le fait de ne pas couper les arbres quand leur circonférence atteint plus de 15 cm, ce ne sont pas des relations sociales du même ordre que celles où ces questions-là ne se posent pas du tout, où il n'y a pas de considération pour les non-humains, si vous voulez. Donc, c'est plutôt comment nous considérons entre nous à partir du moment où nous sentons un lien avec des êtres naturels, quels qu'ils soient. Alors, pour terminer, parce que là, je pense que 2 minutes, bon, enfin, je n'ai pas du tout terminé, mais ça fait rien, c'était plutôt une problématique là, dont je voulais vous parler, parce que mon travail sur les places est terminé, mais j'aimerais bien aussi continuer vers... là, j'ai fait un article récemment, justement, à l'issue d'une demande qui m'avait été faite sur les relations entre la ville et le vivant, justement sur la notion de ville verte, et sur Tel Aviv, qui se trouve être la 7e ville la plus verte du monde, ce qui est assez étonnant, puisqu'elle est quand même construite sur du sable. Et donc... en l'occurrence, cette relation entre la ville et la nature me semble être un paradigme en quelque sorte intéressant à mobiliser pour repenser, je dirais ce qu'on appelle l'écologie, pour repenser l'action en faveur d'un environnement planétaire possible pour les générations humaines successives. Futur. Alors, pour terminer, donc, je voudrais vous parler de l'Agora. Je laisse de côté le forum
de Rome, le forum romain, le forum démocratique romain, qui n'est pas le forum de César. Et l'agora, c'est intéressant parce que justement, elle est devenue, l'agora d'Athènes est devenue le prototype de l'espace public. Et l'espace public, c'est vraiment le terme qu'on peut utiliser pour désigner ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, à savoir la place centrée, giratoire, dépourvue d'arbres, dépourvue de cages, dépourvue de multifonctionnalité, etc. Alors ce que je voudrais dire, c'est que l'agora d'Athènes était tout le contraire de ça. Et que la place qu'on associe à l'agora d'Athènes lorsqu'on y voit le siège naturel de l'Assemblée complète de tous les citoyens délibérant sur les affaires publiques, avait en fait une typomorphologie, une configuration totalement inverse à celle qu'on imagine. D'abord, ce qui est important, c'est qu'elle n'a été cernée de portiques et de statues, et peuplée de statues, que très tard, c'est-à-dire sous l'effet des travaux d'Hippodamos de Millet, donc au Ve siècle, mais du 8e siècle au 5e siècle, elle a une configuration très anarchique. Azoulay, par exemple, qui revisite tous ces aspects, finalement cette mythologie de l'agora, enfin, bien que ce ne soit pas exactement son sujet principal, mais en tout cas, l'agora apparaît comme une mythologie, et il y a une phrase dans un de ses articles qui est très frappante. Il dit: au fur et à mesure que l'agora se peuple de statues, la vie politique reflue, il y a de moins en moins d'hommes. Et donc, d'abord, l'Assemblée des citoyens n'avait pas lieu sur l'agora, mais sur le Pnyx, qui était un promontoire qu'elle surmontait, puisque l'agora était trop petite. Finalement, la fonction politique de l'agora existe, mais elle est mêlée à d'autres choses. Et justement, ce continuum démocratique dont il a été question tout à l'heure va être réalisé d'une certaine façon au plus haut point, dans la mesure où la place, l'agora, qui signifie le marché, il faut comme la place du marché, enfin l'agora et la place du marché, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant, pour terminer, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on peut penser, Azoulay le propose, on peut penser l'agora comme le salon d'Athènes. Et dans ce salon, on rencontre des marchands, bien sûr, avec des échoppes, des juges, des citoyens, des philosophes, des enfants et des femmes, des esclaves aussi, toutes sortes de gens, toutes sortes d'activités, des représentants des parades religieuses, des jeux. Il y a beaucoup de tables de jeux qu'on a retrouvées sur les agoras, des tables de tric-trac en particulier, etc., etc. Donc finalement, c'est Athènes tout entière qui se retrouve sur la place, à des moments différents parfois, avec des croisements, des frottements, des rencontres, mais également, bien sûr, des formes de juxtaposition, de coexistence, qui ne sont pas de cohabitation, mais qui sont aussi les vertus d'une place multifonctionnelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les éléments, ou un grand nombre d'éléments qui architecture, qui organisent matériellement l'espace de la place, qui est entièrement biscornu, qui s'étend, qui est pentue, pleine de déclivités, d'irrégularités, etc., qui va jusqu'au front de bâtisse, et puis qui change de configuration au fur et à mesure que la ville change elle-même. Donc, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est peuplée, organisée par des éléments démontables. Et ça, cette plasticité, finalement, de l'espace de la place est aussi quelque chose qui pourrait nous mettre sur la voie d'une pensée démocratique de la place ou d'une configuration multifonctionnelle où les gens peuvent se croiser sans avoir tous à se ressembler ou à faire tous la même chose en même temps, en occupant des fonctions prétendument, idéalement, absolument identiques, avec une réversibilité des rôles et des places, dans un idéal tout aussi, de mon point de vue, antidémocratique. Alors, ce qui est important pour terminer, c'est que justement, les places de la Grèce antique, mais également le forum romain, d'ailleurs, c'est intéressant, démocratique, étaient plantées. Il y avait toutes sortes de végétaux. Alors, chez les Romains, c'était une représentation en quelque sorte de Déméter, qui est, comme je vous le rappelle, à la fois la déesse de l'agriculture et la déesse de la culture, c'est-à-dire des civilisations, et qui met ensemble, qui représente l'association très étroite entre la culture et l'agriculture. Et vous avez jusqu'à présent, même si c'est assez peu remarqué, une aire qui s'appelle l'aire du figuier, de la vigne et de l'olivier, qui est une aire de 16 mètres carrés et qui est en plein milieu du forum. Et pourtant qui passe assez inaperçue, alors qu'elle est là depuis la fondation de Rome, d'une certaine façon. Donc c'est très intéressant. Bon, après, vous avez des bâtiments ouverts, mais ils sont ouverts parce que l'eau devait pouvoir atteindre le sol. Bon, il y a toute une pensée écologique de la place. Et pour terminer sur l'idée finalement qu'une place démocratique, c'est une place écologique, je vais finir avec le platane, parce que
Alors c'est vrai qu'il y a les places, les agoras étaient plantées, mais par ailleurs, vous aviez également ce qu'on appelait les places du Platane. Il y en a partout en Grèce jusqu'à aujourd'hui. Et la place du Platane est toujours un endroit où on va se prélasser, se reposer, rencontrer ses amis, discuter, comme dirait Gabriel Tarde. C'est le lieu de la libre discussion qui est aussi sans doute l'un des ferments de la vie politique. Et le mot platane a donné platénou en grec et a donné le mot place. Donc, je veux dire, il y a quand même un lien, je dirais, consubstantiel entre l'arbre et la place. Là, en l'occurrence, en tout cas, pas dans notre imaginaire de la ville minérale, mais en tout cas dans le vocabulaire lui-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, le platane n'est pas un arbre qui pousse n'importe où, c'est un arbre qui pousse là où il y a de l'eau, toujours. Et d'ailleurs, il y a en Méditerranée, comme en Grèce, enfin un peu partout autour de la Méditerranée, des très anciens platanes sur le tronc duquel est fiché un robinet. Donc l'indication, celui-là est là. Et là, voilà, on revient à l'idée d'un écosystème, mais là finalement complet, au sens où finalement on peut imaginer, et cela a en partie existé, imaginer un ensemble d'interactions sociales à la fois médiée par une relation à la subsistance, à l'eau, à la médecine. Hippocrate enseigne la médecine sous un platane et considère les vertus thérapeutiques du platane. Il est sous un platane parce que l'ombre du platane est bonne pour la santé et parce qu'il y a des effluves basalmiques du platane qui purifient l'air et qui chassent les mauvaises maladies, les maladies, si vous voulez. Donc il y a toute une idée, alors que certains arbres ont la réputation d'une ombre néfaste, comme les noyers, par exemple. Faut pas séjourner sous un noyer. Donc le platane, si vous voulez, il joue un rôle, c'est un, comment dire, c'est un, je dirais pas un citoyen, certainement pas, mais en tout cas c'est un élément de la ville qui a fait partie, enfin qui est comme un habitant, on peut dire, d'Athènes ou des villages. C'est un habitant qui joue un rôle au sens où il, disons, organise, rend possible, du fait de son ombrage, du fait de ses qualités, du fait aussi que le village souvent va être construit non pas avant le platane, mais à partir du platane, donc qui organise la vie sociale et lui apporte des agréments sans lesquels elle ne serait pas ce qu'elle est. Voilà, je vous remercie.